Mais quel choc quand même, les États-Unis qui attaquent le Venezuela de cette façon-là pour détruire probablement certains sites militaires et surtout pour capturer Maduro. Wow! Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même, quand on regarde l'histoire générale de l'humanité, c'est quand même pas si surprenant que ça, là. C'est un peu du déjà vu. Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec Trump, hein, tu sais, son Make it great again, c'est que justement, il veut retourner au déjà vu. Il veut pas. C'est pas original ce qu'il veut faire. Ce qu'il reproche, c'est une forme d'hypocrisie moderne. Puis, tu sais, mon but, c'est pas de défendre Trump. Mon but, c'est pas non plus de faire une analyse politique. Il va en avoir en masse. Comme d'habitude, j'étais peut-être un peu plus macro, un peu plus anthropologique dans ma façon de regarder le phénomène et je vais utiliser une analogie de départ. Une analogie que j'ai souvent utilisée quand, pour moi, c'était Haïti. Que les Haïtiens et les Québécois ont, à mon avis, une très bonne relation. Okay? D'emblée, je veux le dire. Moi, je n'ai absolument pas de problème avec les Haïtiens. Et, et je pense qu'ils s'intègrent super bien dans la culture québécoise. Il y a même des façons qu'ils ont de parler qui nous ressemblent. On, on est des frères et sœurs, là, à mon avis, comme quasiment donnés. Là. Euh, bon, on est des peuples différents, mais peu importe. Là où je veux en venir, c'est juste de dire, OK, mettons que tu as un problème comme des pirates qui envahissent Haïti. Puis là, nous, on veut se donner bonne conscience. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des levées de fonds, on fait des concerts, on accueille des réfugiés, mais on ne va pas là-bas les aider à combattre ces pirates-là. Et donc, même avec nos plus grands efforts, on aide un très faible pourcentage d'Haïtiens. La vraie solution, c'est un peu celle qu'on a vue durant la Deuxième Guerre mondiale, de dire, ben là, on a un pays comme l'Allemagne qui envahit le Japon aussi, l'Italie aussi, mais prenons juste l'exemple de l'Allemagne qui envahit la Pologne, la France. On va aller se battre, on va aller les aider. On fait qu'il y a une résistance là-bas. On pourrait faire des levées de fonds, faire des concerts, faire des réfugiés, mais non, on va bâtir une armée, puis on va défaire cette menace-là nazie. Fait que comme je dis, mon but, c'est pas d'analyser Maduro, sa corruption, les problématiques. La corruption de Trump, elle aussi, tu sais, le fait qu'il a passé par-dessus le Congrès. C'est toutes des nuances politiques qui vont être en masse explorées. Mon but, c'est juste de dire, si tu regardes la problématique d'un point de vue, mettons, des réfugiés, qu'on accepte chez nous parce qu'on sait qu'il y a un problème là-bas, pourquoi qu'on ne s'occupe pas du problème là-bas? J'ai pas de problème parce qu'on accepte des réfugiés. C'est la sorte d'immigrant que je trouve la plus légitime d'accepter. Mais la vraie question, c'est pourquoi qu'on ne s'occupe pas du vrai problème? Pourquoi qu'on ne va pas combattre la source de la corruption là-bas plutôt que de sauver un très faible pourcentage de gens les amener ici? Et dans ce sens-là, ce que Trump a fait, nonobstant toutes les problématiques de droit international, puis c'est un petit peu tout court-circuité, puis dire je m'en vais attaquer l'ennemi direct. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais aussi, comme je dis, de banal. C'est ça, honnêtement, 99,9% de l'histoire de l'humanité, c'est le même. C'est vraiment que là, on vit dans une espèce d'air bizarre, surtout depuis la fin de la guerre froide, là, où là, tout à coup, là, je sais pas, on est devenu dans une espèce d'utopie peace and love naïve, malheureusement. Et c'est pour ça que j'appelle cette vidéo aussi Real Politics, parce que c'est, à mon avis, c'est ça. C'est cet aspect-là qu'il faut comprendre, que certaines personnes... Tu sais, j'ai envie de dire le mot woke, mais c'est pas ça. C'est plus naïf. C'est juste de dire, c'est comme, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais pirates, il y a des vrais gens corrompus, il y a des vrais endroits où les élections sont déguisées, c'est triché. Il y a des vrais pays qui font exprès pour attaquer d'autres pays de différentes façons, que ce soit avec des attaques virtuelles comme des hackers, que ce soit justement en s'arrangeant pour qu'il y ait de la drogue, des fake news, etc. Et donc, la guerre, c'est juste, comment dire, la bombe, c'est juste le coup de fusil, c'est juste une parmi toutes ces attaques-là. Et donc, on vit dans un monde en perpétuelle guerre depuis longtemps, depuis toujours peut-être. Tu sais, je veux dire, honnêtement, d'un point de vue anthropologique, là, depuis toujours, dans le sens où même dans le règne animal, tu sais, tu regardes les primates se battent entre eux autres, tout ça, c'est toujours là. Fait qu'on n'est jamais sorti de la guerre. Mais c'est juste qu'on l'a cru. On est embarqué dans une espèce de rêve et on a oublié ce qu'on appelle en anglais le real politic, qui est écrit avec cette orthographe-là, dans le but de vraiment faire comme une espèce de... comment dire? Le vrai monde.
la vraie souffrance, faire face au vrai conflit, faire face au fait que l'humain est en guerre perpétuelle depuis toujours. Et donc, arrêter de se leurrer. Tu sais, c'est comme un peu, mettons, dire, moi, je veux un monde où il n'y a pas de sécurité. Je veux un monde où j'ai pas besoin de barrer ma porte. Donc, je ne barrerai pas ma porte. Ouais, mais tu pourrais te faire voler, tu pourrais te faire violer, tu pourrais avoir plein de problèmes parce que tu refuses d'accepter le monde tel qu'il est. Et donc, le real politics, c'est un peu une façon très, rayon 1 en langage théosophique, mais très sévère, très militaire de regarder le monde tel qu'il est. Et puis ça, c'est un peu la base de la conscience, de l'évolution. C'est un peu la base de tout le reste. Tu sais, si tu n'es pas capable de regarder le monde tel qu'il est, tu ne réussiras pas à bâtir un monde d'amour, un monde intelligent, un monde juste. Parce que dans le fond, tu te caches les yeux. Tu ne regardes pas les choses telles qu'elles font. Tu n'écoutes pas. Donc, voilà. Moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est que ça fait longtemps qu'on voit l'espèce de Make it great again, tout ça, mais en réalité, c'est juste comme une forme de... Tu sais, comme pour moi, Trump représente parfaitement ce qu'un antéchrist est. Anté, ça veut dire avant. Et donc, c'est avant l'énergie christique. Avant le déploiement potentiel d'une énergie d'amour qui ferait que peut-être un jour, on va réussir à véritablement vivre en tant qu'humanité une, l'unité dans le respect des diversités. Mais pour y arriver, il faut s'enlever les œillères. Et la dure réalité de quelqu'un de démoniaque, à défaut d'un meilleur terme, comme Trump, encore une fois, mon but, c'est vraiment pas de défendre Trump. Il m'est pas sympathique. Par contre, il y a quelque chose dans son discours, dans sa façon d'être, qui est direct. Il y avait un extrait, tu sais, comme il avait déjà bombardé des bateaux puis tué du monde. Puis là, il y a une journaliste qui était comme un peu offensée, qui avait posé une question, je me souviens pas c'est quoi la question, mais c'était la réponse de Trump qui m'avait marqué, c'était comment il faisait juste dire, genre, on va tuer du monde, genre, ils vont être morts. Genre, les narcotrafiquants qui amènent de la drogue dans notre pays, on va les tuer, dans le sens que on va éliminer leur vie. Ils vont être morts. Puis cette espèce de capacité de juste peser dessus puis faire comme ça t'offense que je tue quelqu'un? Ben, wake up, c'est ça qui se passe. On est en guerre. Et puis, cette espèce d'incapacité à reconnaître qu'on est en guerre, puis de dire oui, mais nous autres, on devrait être gentils, on va pas tuer du monde. Tu sais, c'est comme des fois, avec une ex-copine, je riais beaucoup à l'écouter un show, puis le show était toujours comme dans un... Hey, c'était du monde qui était en mode de survie, là, les 100 derniers humains, c'était l'enfer. Puis là, il y avait tout le temps comme... Tu sais, on le voit souvent dans les films hollywoodiens, le personnage qui est un peu prêt à risquer tout pour sauver la vie d'un seul individu, comme Civil War, là, à Captain America, son Winter Soldier. Il était prêt à aller comme contre tous ses principes pour sauver une personne, puis c'était toujours un peu comme « Someone's gonna die », puis c'est comme un peu l'argument ultime. Puis là, après, on se moque des gens qui répondent « Ouais, mais tout le monde meurt. » Ouais, mais c'est parce que, oui, tu peux te moquer des gens qui répondent ça si tu veux. C'est sûr qu'il y a peut-être de la malhonnêteté intellectuelle dedans, sauf que, ultimement, si tu n'es pas capable de partir de ce constat-là que tout le monde meurt, tu nies un peu tous les fondements de toutes les grandes questions philosophiques, religieuses, métaphysiques de l'histoire de l'humanité qui font... C'est probablement la plus grande branche des questions existentielles de faire face à notre mort, notre mortalité. C'est central. Puis, moi, personnellement, en tant qu'anthropologue, Carlos Castaneda, personnage très polémique, son interlocuteur principal, sa source anthropologique principale, qu'il a appelé Don Juan, mais ce n'est pas son vrai nom, Don Juan Matus, met tout le temps l'avant de si tu es devant une situation, ta première question devrait être qu'est-ce que je ferais si c'était mon dernier acte avant de mourir? Et il appelle ça l'impeccabilité, faire de ton mieux. Et ça, c'est un peu le cœur de la sagesse toltèque. Les Toltecs, c'est un peu comme les Romains, genre, pour l'Europe, là. Donc, c'est une vieille civilisation qui en a influencé plein d'autres, comme les Mayas, les Aztèques, etc. Et donc, elle a eu une immense influence culturelle et son cœur philosophique, tu sais, pour te... non,
je m'en allais faire une analogie avec les Aztèques, là, je laisse faire. Mais c'est juste pour dire que c'est le cœur de la spiritualité autochtone que d'être à l'aise avec la mort. Et par exemple, et pas nécessairement d'être à l'aise, mais au moins de faire face. Tu sais, comme être à l'aise, ça vient plus tard dans le processus, mais ça commence là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... je vais finir sur cette parenthèse-là, parce que je trouve que ça représente bien un peu les débats dans lesquels, justement, dans lesquels on vit, puis cette espèce de naïveté-là de laquelle je parle. C'est les gens qui sont végétaliens, qui sont toujours en train de, justement, avoir peur de la mort, puis tout le temps formuler tout comme si tuer quelque chose était problématique. Tu sais, je suis pas en train de faire une glorification de tuer, là, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si, mettons, tu dis « Ouais, mais je sais pas, moi, je veux pas manger du miel parce que les abeilles ont travaillé pour moi. » Tu sais, OK. C'est pas mes esclaves, whatever. Mais je vais manger une carotte. Mais honnêtement, la carotte, là, tu sais, comme j'ai lu un super bon livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, là, qui parle de l'intelligence des racines puis des arbres. On a le plus gros être vivant sur Terre est un champignon, essentiellement. On a des preuves les réseaux champignons, là, comment ils appellent ça, le myocène, j'oublie son nom, mais c'est comme un réseau, dans le fond, comme un peu des racines, qui ressemble à un système neuronal et qui a des communications. Tout ça pour dire qu'on sait que la carotte est vivante. Donc, l'idée de tu tues quelque chose pour manger, c'est un peu comme toute l'histoire de la nature. Et donc, cette idée-là que le problème, c'est que, tu sais, comme la solution, c'est de ne pas tuer, ben c'est premièrement mal comprendre la biologie, mais c'est aussi mal comprendre la spiritualité, parce que dans le fond, c'est pas ça l'affaire. Puis les Autochtones l'ont très bien résumé dans leur sagesse par rapport à dire merci, puis reconnaître le sacrifice du lapin que tu as pris dans ton piège pour nourrir ta famille et comprendre la roue de la vie, puis que toi-même, un jour, tu vas mourir et que dans ce cycle-là, toi aussi, tu vas servir, notamment les champignons. Mais c'est ça, il y a un cycle dans la vie. Et donc, c'est pas tant de se sentir moralement supérieur parce que jamais il y a de la mort, mais plutôt que d'être humble devant la mort, de lui demander conseil dans le sens de la considérer dans toutes nos décisions, de façon à faire du mieux qu'on peut, et d'avoir une vision claire comme une forme d'illumination au sens hindouiste, bouddhiste du terme, où on est capable de voir le réel sans espèce de d'œillère ou de cécité auto-imposée, en prétendant constamment être non seulement au-delà de la mort, ce qui est comme purement une illusion, puis comme carrément arrogant en réalité, là, du point de vue du cycle naturel de la vie, mais qui ne peut pas amener la paix parce que tu n'es pas en train de regarder les réalités militaires, politiques, historiques en face. Puis ça, c'est pas juste une base scientifique, c'est aussi une base politique, mais c'est aussi une base, comme je disais, spirituelle, de voir les choses telles qu'elles sont, pour ne pas citer Krishnamurti. Voilà, bonne journée.